Ce fut un matin de septembre que Giovanni Drogo, qui venait d'être promu officier, quitta la ville pour se rendre au fort Bastiani, sa première affectation. Il faisait encore nuit quand on le réveilla et qu'il endossa pour la première fois son uniforme de lieutenant. Une fois habillé, il se regarda dans la glace, à la lueur d'une lampe à pétrole, mais sans éprouver la joie qu'il avait espérée. Dans la maison régnait un grand silence, rompu seulement par les petits bruits qui venaient de la chambre voisine, où sa mère était en train de se lever pour lui dire adieu. C'était là le jour qu'il attendait depuis des années, le commencement de sa vraie vie. Pensant aux journées lugubres de l'académie militaire, il se rappela les tristes soirées d'études où il entendait passer dans la rue les gens libres et que l'on pouvait croire heureux. Il se rappela aussi les réveils plein hiver dans les chambres glaciales où stagnait le cauchemar des punitions et l'angoisse qui le prenait à l'idée de ne jamais voir finir ses jours dont il faisait quotidiennement le compte. Maintenant, enfin, tout cela était du passé. Il était officier, il n'avait plus à pâlir sur des livres ni à trembler à la voix du sergent. Tous ces jours, qui lui avaient paru odieux, étaient désormais finis pour toujours et formaient des mois et des années qui jamais plus ne reviendraient. Oui, maintenant il était officier, il allait avoir de l'argent, de jolies femmes le regarderaient peut-être, mais au fond, il s'en rendit compte, ses plus belles années, sa première jeunesse, étaient probablement terminées. Et considérant fixement le miroir, il voyait un sourire forcé sur le visage qu'il avait en vain cherché à aimer. Quelle absurdité! Pourquoi Giovanni Drogo ne réussissait-il pas à sourire avec l'insouciance de rigueur, cependant qu'il faisait ses adieux à sa mère? Pourquoi ne prêtait-il même aucune attention aux ultimes recommandations de celle-ci, et parvenait-il tout au plus à percevoir le son de cette voix si familière et si humaine? Pourquoi tournait-il dans sa chambre avec une stérile nervosité, incapable de trouver sa montre, sa cravache sans képi, qui pourtant était là où il devait être? Il ne partait pourtant pas pour la guerre. À cette même heure, des dizaines de lieutenants comme lui, ses anciens camarades, quittaient la maison paternelle au milieu des rires joyeux, comme se rendant à une fête. Pourquoi ne lui venait-il aux lèvres que des paroles banales et vides de sens au lieu de mots affectueux et réconfortants? L'amertume de quitter pour la première fois la vieille maison où il avait connu l'espoir, les craintes que tout changement apporte avec lui, l'émotion de dire adieu à sa mère lui emplissait l'âme, mais sur tout cela pesait une pensée tenace, qu'il ne parvenait pas à définir, comme le vague pressentiment de choses irrévocables, presque comme s'il eût été sur le point d'entreprendre un voyage sans retour. Son ami Francesco Vescosi l'accompagnait à cheval au bout du chemin. Les pas de monture résonnaient dans les rues désertes. L'aube pointait, la ville était encore plongée dans le sommeil. Çà et là, aux étages supérieurs, des persiennes s'ouvraient, des visages leur apparaissaient, des regards apathiques se fixaient un instant sur la merveilleuse naissance du soleil. Les deux amis ne parlaient pas. Drogo se demandait à quoi pouvait ressembler le fort Bastiani, sans parvenir à se l'imaginer. Il ne savait même pas exactement où se trouvait ce fort, ni la distance qu'il allait avoir à parcourir. Les uns lui avaient parlé d'une journée de cheval, les autres de moins, mais en fait, aucun de ceux à qui il avait posé cette question n'y était jamais allé. Aux portes de la ville, Vescosi se mit à parler avec vivacité de choses banales, comme si Drogo fût parti pour une simple promenade. Puis à un certain moment, tu vois, dit-il, cette montagne herbeuse? Ouah, oui, celle-là.
Tu aperçois un bâtiment au sommet. Eh bien, ce bâtiment fait déjà partie du fort. C'en est une redoute avancée. Je me rappelle y être passé il y a 2 ans avec mon oncle en allant à la chasse. Ils étaient maintenant sortis de la ville. Les champs de maïs commençaient, et les prés et les bois rougis par l'automne. Giovanni et Francesco avançaient côte à côte sur la route blanche calcinée par le soleil. Ils étaient amis, ils avaient vécu de la même vie pendant de longues années, avec les mêmes passions, les mêmes amitiés. Ils s'étaient vus tous les jours, et puis Vescosi avait engraissé. Quant à Drogo, il était devenu officier, et il sentait maintenant combien l'autre lui était étranger. Maintenant, toute cette vie facile et élégante n'était plus la sienne. Déjà, lui semblait-il, son cheval et celui de Francesco avaient une allure différente. Le sien, un peu moins léger et moins vif, avec un fond d'angoisse et de lassitude. Comme si l'animal lui aussi eût senti que la vie était sur le point de changer. Ils étaient arrivés au haut d'une côte. Drogo se retourna et regarda la ville à contre-jour. Des fumées matutinales montaient des toits. Dans le lointain, il vit sa maison, il identifia la fenêtre de sa chambre. Sans doute était-elle ouverte et les servantes étaient en train de mettre de l'ordre. Elles allaient défaire le lit, ranger dans une armoire les choses qui traînaient, et puis elles fermeraient les persiennes. Pendant des mois et des mois, la poussière seule pénétrait dans la chambre, et les jours de soleil, de minces raies de lumière. Le voici enfermé dans le noir. Le petit monde de son enfance, sa mère le regardait comme ce monde pour que Giovanni, à son retour, puisse s'y retrouver de nouveau, pour qu'il puisse y demeurer enfant, même après une longue absence. Oh, certainement, elle se figurait pouvoir conserver intact un bonheur à jamais disparu, pouvait arrêter la fuite du temps, s'imaginant que les choses seraient justes comme avant quand elle rouvrirait les portes et les fenêtres au retour de son fils. L'ami Vescosi prit alors affectueusement congé de Drogo, et celui-ci continua seul sa route vers les montagnes. Le soleil donnait à pic quand il atteignit l'entrée de la vallée qui menait au fort. À droite, au sommet d'une éminence, on apercevait la redoute que Vescosi lui avait montrée. Elle ne semblait pas qu'il dût y avoir encore une longue route à parcourir. Anxieux d'arriver, Drogo, sans faire halte pour se restaurer, poussa son cheval déjà fatigué sur la route qui était maintenant escarpée et encaissée entre de murailles abruptes. Les rencontres se faisaient toujours plus rares. Giovanni demanda à un charretier combien de temps il fallait pour arriver au fort. Le fort, répondit l'homme. Quel fort? Le fort Bastiani, dit Drogo. Il n'y a pas de fort par là, dit le charretier. Je n'ai jamais entendu parler de fort par là. Évidemment, cet homme était mal informé. Drogo se remit en route, et à mesure que l'après-midi s'écoulait, il commença à ressentir une légère inquiétude. Il scrutait les bords très élevés de la vallée pour découvrir le fort. Il imaginait une sorte de vieux château aux murailles à pic. Les heures passaient. Il devenait de plus en plus convaincu que Francesco lui avait donné un renseignement erroné. La redoute que celui-ci lui avait montrée devait être déjà derrière lui. Et le soir approchait. Regardez Giovanni Drogo et son cheval, comme ils sont petits au flanc des montagnes qui se font toujours plus hautes et plus sauvages. Ils continuent de monter pour arriver au fort dans la journée, mais plus leste que lui, du fond de la gorge où gronde le torrent, montent les ombres. À un certain moment, elle se trouvait juste à la hauteur du Drogo. Sur le versant opposé,
Elle semblait ralentir leur course comme pour ne point le décourager. Puis elle se faufile et monte encore, escaladant les talus et les rochers, et le cavalier est laissé en arrière. Le Val tout entier est déjà plein de ténèbres violettes, et seules les crêtes herbeuses et dénudées, à des heures incroyables, étaient illuminées par le soleil quand Drogo se trouvant brusquement devant un bâtiment de style militaire, noir et gigantesque contre le très pur ciel vespéral, et qui paraissait ancien et désert. Giovanni sentit battre son cœur, ce devait être là le fort. Mais tout, des murs au paysage, il avait un air sinistre et inhospitalier. Il fit le tour du bâtiment sans en découvrir l'entrée. Bien que la nuit fît déjà sombre et aucune des fenêtres n'était éclairée, et l'on n'apercevait pas non plus les fanaux des sentinelles sur le chemin de ronde. Il n'y avait qu'une chauve-souris qui se balançait contre un nuage blanc. Finalement, Drogo essaya d'appeler. Hola, cria-t-il, y a-t-il quelqu'un? De l'ombre amassée au pied des murailles surgit alors un homme, une sorte de vagabond et de mendiant, qui avait une barbe grise et qui tenait à la main un petit sac. Mais dans la pénombre il ne se détachait qu'imparfaitement, et seul brillait le blanc de ses yeux. Drogo le regarda avec reconnaissance. Qui cherchez-vous, monsieur? Demanda l'homme. Je cherche le fort. Est-ce ce bâtiment-ci? Il n'y a plus de fort ici, fit l'inconnu d'un ton débonnaire. Tout est fermé, ça doit bien faire 10 ans qu'il n'y a plus personne. Et alors? Où est donc le fort? Demanda Drogo, brusquement irrité contre cet homme. Quel fort? Celui-là peut-être? Et ce disant, l'inconnu tendit un bras pour indiquer quelque chose. À travers une fissure des roches voisines que l'obscurité recouvrait déjà, derrière de chaotiques gradins à une distance incalculable, Giovanni entrevit alors, encore noyé dans le rouge soleil du couchant, et comme issu d'un enchantement, un plateau dénudé, et sur le rebord de celui-ci, une ligne régulière et géométrique, d'une couleur jaunâtre particulière, le profil du phare. Oh, comme il était encore loin, ce phare! Qui sait à combien d'heures de route encore, et le cheval de Drogo qui était déjà fort bu. Drogo, fasciné, regardait fixement le phare, se demandant ce qu'il pouvait bien y avoir de désirable dans cette bâtisse solitaire, presque inaccessible, à tel point isolée du monde. Quel secret cachait-elle? Mais c'étaient les derniers instants. Déjà, les ultimes rayons du soleil se détachaient lentement du lointain plateau, et sur les bastions jaunes, les livides bouffées de la nuit qui tombait faisaient éruption.